Bienvenue sur ce deuxième podcast de Plein Potentiel, le podcast qui vise à vous surpasser et à atteindre vos objectifs. Donc, en recevant en fait des invités qui œuvrent dans différents domaines, dont le sport, l'entrepreneuriat, la psychologie, l'activité physique et les arts, entre autres. Donc, il va aussi avoir, durant le podcast, des discussions sur différents facteurs qui favorisent la réussite dans ces différents domaines. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième podcast, mais c'est mon premier podcast avec une invitée et j'ai reçu nul autre que la trifluvienne Laurence Vincent Lapointe. Pour ceux qui ne la connaissent pas, là, elle mérite vraiment d'être connue et en fait, d'ici 1 an et demi, là, elle risque d'être connue un peu partout, particulièrement au Canada, parce que, tout d'abord, je vais vous présenter Laurence et un peu son parcours. Elle a gagné 13 médailles d'or en championnat du monde dans sa discipline qui est le canoë de vitesse. Le canoë de vitesse, d'ailleurs, fera son apparition aux Jeux olympiques de 2020. Elle compte bien être présente. C'est aussi l'athlète canadienne la plus médaillée dans une discipline olympique, donc avec ses 13 médailles. Elle a aussi un record du monde en C1, 200 mètres, ainsi qu'un record du monde en C2, 500 mètres avec sa coéquipière Cathy Vincent. Et c'est vraiment une personne positive. On voit qu'elle abandonne vraiment jamais. Donc, vraiment une personne inspirante. Donc, je suis très content de l'avoir eu pour le premier podcast. Et rapidement, là, durant le podcast, de quoi on a parlé? On a parlé de beaucoup de choses. Particulièrement, on a commencé en fait avec ses débuts dans son sport. Elle nous a expliqué comment que c'était pas facile au début. Donc, à quel point elle était mauvaise, en fait. Ça lui a pris 2 ans vraiment avant de maîtriser un aspect. On a aussi parlé de comment elle a pu transformer justement quelque chose qui était à son désavantage lors de ses débuts en quelque chose qu'elle pouvait utiliser à son avantage. On a bien sûr parlé des aspects mentaux importants dans le sport en général, mais aussi dans son sport en particulier. On a parlé de la fixation d'objectifs, comment elle l'utilise, quels sont ses objectifs en fait pour les années à venir. Et en terminant, on a parlé aussi de ses études pour les années futures, ainsi que de sa préparation pour les Olympiques 2020 et donc de comment elle compte s'y rendre. Je vous invite vraiment à continuer l'écoute pour voir ce podcast. Il y a eu vraiment beaucoup de discussions intéressantes, mais juste avant de vous laisser avec mon invité, j'aimerais vous inviter à aller aimer le podcast sur l'application avec laquelle vous l'écoutez en ce moment. Donc, allez aimer le podcast, allez évaluer le podcast, parce que plus il est évalué dès les premières semaines, et plus je risque d'apparaître là, vraiment dans les recherches sur les applications. Et donc, ça m'aiderait beaucoup. Donc, allez aimer ça, commenter, évaluer, puis envoyez-moi même une photo après si vous l'avez faite. J'apprécierais beaucoup. Je vous invite aussi à aller aimer ma page Facebook, Francis Lapointe, Psychologie de performance. Je mets des trucs de façon régulière, dont les podcasts qui vont être toujours partagés sur cette page, ainsi que des articles et plusieurs publications en fait. Je suis aussi sur Instagram, Francis Lapointe, .performance, donc Francis Lapointe, .performance. Allez me suivre. Et en terminant, si vous regardez le podcast et que vous êtes un entrepreneur, que vous travaillez dans le domaine sportif, dans le domaine musical, ou en fait, peu importe, je recherche des partenaires ou des commanditaires pour le podcast. Donc, si vous avez un produit que vous aimeriez que je fasse connaître durant le podcast, ou peu importe, si vous avez une idée, écrivez-moi. Donc, je suis à la recherche de partenaires ou de commanditaires. Donc, c'est tout pour l'intro. Je vous laisse au podcast et faites-moi savoir comment vous avez trouvé ça. Merci. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et pour débuter, j'aimerais juste que tu fasses peut-être un petit historique de comment tu as débuté ton sport, puis peut-être un peu c'est quoi là, le canoë, le type de discipline que tu pratiques. Parfait. Mais dans le fond, je vais commencer par ça. Je vais commencer par dire c'est quoi mon sport. Moi, je fais du canoë de vitesse.
Le canoë de vitesse, dans le fond, c'est une embarcation qui se fait soit seule à 2, à 4, puis on a aussi à 15, mais ça, c'est pas international. Puis dans le fond, le canoë de vitesse, c'est une embarcation dans laquelle il faut être à genoux, mais à un genou. Donc on rame toujours d'un côté, on rame du côté que notre genou est appuyé dans le fond de notre bateau. Puis on va tout le temps continuer à ramer le plus... Tu sais, on va essayer d'aller droit avec, juste en ramant d'un côté. Donc c'est pas comme le canot ou kayak qu'on voit, qu'on pratique de façon récréative. Non, le kayak, ben en fait, le canot-kayak récréatif, on peut faire des longues distances. Nous autres, c'est des sprints. Personnellement, ma spécialité, c'est 200 mètres. C'est moins d'1 minute. Sinon, je fais aussi du 500 mètres. Puis ça m'arrive de faire des courses plus longues. Là. J'ai fait du 5000 mètres au championnat du monde l'année passée. Cette année, oui. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est ça. J'ai commencé à l'âge de 12 ans parce que mes amis en faisaient. Puis là, tu sais, activité d'été, je voulais essayer aussi. Sauf que pour être honnête, j'étais nulle. J'étais très, 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 très mauvaise. Écoute, je chavirais tous les jours à maintes reprises. Là. J'étais tout le temps dans l'eau. Mes coachs, ils me disaient, écoute, fais du kayak à la place, fais d'autres choses, tu sais. Le monde, il me disait, change, je fais pas ça. T'es tout le temps dans l'eau. Puis moi, ben, je sais pas si c'était de l'orgueil ou de la frustration, mais j'étais comme, non, je vais réussir à faire ça, je vais réussir à faire ça. Puis tous les jours, j'étais dans l'eau, là, ça m'a pris 2 ans avant d'arrêter de chavirer pour la première fois. C'est quand même vraiment intéressant parce que c'est pas n'importe qui aurait continué à faire un sport que, ben, c'est normal au début qu'on soit peut-être mauvais ou qu'on ait un peu de la difficulté, mais pendant 2 ans, t'as continué quand même. Tu te dis c'est peut-être de l'orgueil, mais qu'est-ce que tu disais à ce moment-là? Tu te disais pas j'ai le goût d'arrêter, peut-être qu'il y a un autre sport qui va être mieux, justement? Donc... Non, honnêtement, tu sais, j'ai toujours aimé ce que je fais, même si c'était pas bon. Au début, j'étais très, très mauvaise. J'aimais ça, puis j'étais très entêtée, j'étais persuadée que j'allais réussir à rester dans mon bateau, puis c'était ça mon but au début, là. C'était pas d'aller vite, là. C'était de rester dans mon bateau pour une pratique. Okay. Puis c'était tous les jours, c'était ça. Fait que, tu sais, j'y allais, je chavirais, écoute, 15-20 fois. J'avais des coachs qui m'avaient dit que je faisais du canot plongeon, tu sais. C'était comme, OK... Tu sais, il m'avait même trouvé un nom, tu sais. Fait que, je sais pas, j'ai continué, puis juste, j'étais frustrée que je réussisse pas à le faire, puis, je sais pas, je me suis accrochée le plus fort que j'étais capable. Finalement, au bout de 2 ans, ben, j'ai fini pour la première fois à rester dans mon bateau. Mais ça, c'est vraiment, justement, c'est quand même inspirant parce que... tout le monde autour de toi te disait ben c'était quasiment un running gag, il riguait un peu, tu pourrais faire autre chose à un moment donné, mais toi t'étais persuadé que t'allais réussir à y arriver, puis éventuellement c'est arrivé que t'as réussi à maîtriser. Puis j'écoutais d'autres de tes entrevues, puis tu disais même que en fait la raison peut-être pourquoi t'avais de la difficulté au début, c'était ta grandeur. C'est que t'es très grande, mais éventuellement, quand tu as maîtrisé, donc tu sais que ton centre de gravité, ton centre de gravité exact, il est plus haut que les autres. Et une fois que tu as justement peut-être trouvé ton équilibre, ben, est-ce que c'est devenu comme une force, ta grandeur? Définitivement. En fait, la grandeur, comme tu dis, ça a été de quoi qui m'a empêché au début de maîtriser aussi rapidement que peut-être les autres. Sauf que ma grandeur fait que je peux ramer beaucoup plus fort en un coup de rame qu'une fille qui fait une tête de moins que moi. Tu sais, un pied de moins que moi, là, elle va pas chercher ben loin. Dans le fond, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que je me suis améliorée autant une fois que j'ai réussi à garder mon équilibre. Okay. J'ai pu m'entraîner avec du monde de mon club à ce moment-là, mais à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement, tout de suite, je me suis améliorée là, très, très, très rapidement, puis ça vient beaucoup de ma grandeur. J'ai la chance de ce côté-là. C'est ça, ce qui était au début un désavantage, éventuellement, tu as transformé ça en force, à force de pratique aussi, entraînement contre des gars aussi. On pourrait amener justement le sujet, là, tu disais qu'il y avait une différence de temps par rapport canoë masculin, canoë féminin, c'est... De quoi? Pour le C1, j'ai vu 3-4 secondes, je pense. Un petit peu plus que ça. Les hommes font environ, je pense, 38-39 secondes. Okay. Peut-être 39. Puis les femmes, le plus rapide que j'ai fait, qui est le record du monde, c'est 44,5 secondes. OK.
Puis est-ce que c'est un objectif d'essayer de rattraper ça, puis d'aller... Ben dans le fond, comme je disais tantôt, il y a des disparités entre les hommes kayak, les femmes kayak, les hommes canots, les femmes canots. Le fait que ce soit des gars... Tu sais, moi, je suis pro pour les filles qui sont fortes puis qui sont capables de faire les choses, mais je me le cacherai pas, il y a une différence physique par rapport à... je serais pas capable d'accoter un gars, ça c'est certain. Okay. Sauf qu'il y a un pourcentage on a un pourcentage de différence entre les hommes kayak, les femmes kayak, puis entre ce que les hommes canots puis les femmes canots devraient... Tu sais, ça devrait se ressembler d'une discipline à l'autre. OK. Puis en ce moment... on se rapproche. Donc, présentement, mon objectif, vraiment, c'est de me rapprocher le plus possible. Puis je te dirais, je suis presque rendue, là. OK. Ce qu'on disait avec mon coach, là, c'est le bas des 44 secondes ou 43 secondes et quelques. Donc, c'est ce que j'aimerais faire d'ici les Olympiques. J'aimerais ça descendre en bas de 44 secondes. En fait, en théorie, je l'ai fait en pratique, mais tu sais, je l'ai pas fait en compétition. Puis c'est toujours différent parce que la pratique, t'as pas le même niveau de stress. Donc, des fois, quand tu arrives en compétition, ça passe ou ça casse. Ouais. Puis les conditions sont pas toujours pareilles. Donc, je l'ai pas encore fait en compétition. J'aimerais ça. Beaucoup d'éléments qui peuvent bouger, là. Ouais. Ouais. Puis, mais ça, c'est comme prouvé où c'est la différence, là, hommes et femmes, ou c'est plus une observation comme par rapport au kayak, vous voyez qu'il y a telle différence. Ben, c'est ça. Puis le canot, c'est pas la même, c'est ça? C'est une observation, mais c'est plus un pourcentage. Tu sais, on regarde le pourcentage de différence entre les hommes et les femmes kayak par rapport à une course d'hommes kayak. Donc, si c'est, je dis au hasard, là, je sais pas exactement, mais si c'est, mettons, 10%, bien, on aimerait ça se rapprocher de 10% des hommes canots pour les femmes canots. OK. Mais c'est pas... Puis, y a-t-il une raison pourquoi, en ce moment, il y a une disparité? Oui, bien, dans le fond, nous autres, pour les femmes canots, c'est ça. C'était pas une discipline qui était encouragée. En fait, il y a beaucoup de coachs qui disaient non, faisant pas. Là, je parle pas spécifiquement au Canada, parce qu'au Canada, honnêtement, ça a été rapide que les coachs se sont dit « OK, vas-y, t'es capable, fais-en, puis même encourager, puis bien coacher. » Sauf que j'ai des filles que je connais, beaucoup de filles au Canada, que quand moi, j'ai commencé, on n'avait pas de coach. Écoute, moi, j'avais des coachs qui me disaient « Va faire du kayak parce que tu vas être plus rapide ou tu vas arrêter de chavirer, tu sais. » Puis ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. J'en connais de très nombreuses femmes qui n'avaient pas de coaching. Aucun point technique, là. Je connais une fille qui est venue s'entraîner avec moi à un moment donné, puis en une fin de semaine, elle a eu plus de coaching que ce qu'elle avait eu dans les 4-5 dernières années, là. Tu sais, je veux dire, ça, c'était ce qu'on avait avant. Okay. Maintenant, les filles sont encouragées, puis s'ils veulent s'entraîner en canot, ben ils ont le support nécessaire. Sauf que c'est plus récent. Parce qu'il y a eu des résultats, j'imagine. Oui, puis parce qu'il y a eu du monde qui ont poussé pour. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'était quoi la logique, comme quoi ils vous encourageaient pas? Tantôt, tu disais, il disait que c'était pas recommandé pour les femmes, quasiment, de faire ce sport-là? Non, ça c'est un mythe. Okay. Dans le fond, il y avait des croyances qui disaient que les femmes ne devraient pas ramer parce que c'était mauvais pour les organes reproducteurs. OK. Ouais, c'est ce qu'on s'est fait dire longtemps. Puis c'était surtout des Mais personnes... c'était vraiment une croyance. C'était la vieille mentalité. Okay. La vieille mentalité, c'était un mythe dans le sens que ça n'a jamais été prouvé, mais les gens y croyaient vraiment ça. Les femmes n'étaient pas assez fortes physiquement, pouvaient avoir des problèmes aux organes reproducteurs, n'avaient pas le droit d'en faire. Ils trouvaient toutes les raisons possibles pour empêcher les femmes d'en faire. Puis je veux dire, ça fait des années ça fait des décennies que les femmes au Canada poussent pour ça à l'international. Puis ça avait toujours été ri, là. Le monde riait à l'international de l'idée d'avoir des femmes canots. Puis maintenant, ben, il y a régulièrement du monde qui vient me voir en me serrant la main dans les compétitions, les championnats du monde, tout. Ils viennent me voir puis ils me disent « Mon Dieu, je savais pas que les femmes pouvaient ramer comme ça en canot. » Là, je suis comme « Ah, vous nous avez jamais donné notre chance. » Mais là, ils se réveillent là, petit à petit. Il y a tellement des limites comme ça qui se met, autant des fois au niveau personnel, tu peux te mettre toi-même une limite, mais au niveau de la société, tu peux pas faire ça parce que t'es comme ça. Mais faut vraiment, je sais que pour toi c'est important, il faut vraiment briser ça. Puis toi, ta façon de le faire, je pense que c'était en pratiquant ton sport seulement. Puis le pire dans tout ça, là, c'est que le nombre de sports dans lesquels il y a du monde qui peuvent mourir
OK? On parle pas d'avoir des problèmes aux organes reproducteurs. Nous, c'est pas un sport de contact. C'est pas un sport dans lequel tu vas te disloquer une épaule ou quoi que ce soit. On rame, c'est souvent des blessures de surutilisation, des tendinites, des choses comme ça. À l'épaule. C'est ça. Sauf que le fait que il nous a dit, c'est même pas votre choix. C'est pas votre choix, là. Vous avez pas le droit d'en faire parce que nous, on pense que c'est mauvais pour vos organes reproducteurs. OK. Tu sais, je veux dire, t'as des femmes qui font de la boxe, t'as des hommes qui font de la boxe, ils peuvent recevoir un coup qui peut finir leur carrière ou finir leur vie. Puis t'es en train de me dire que moi, j'ai pas le droit de faire un sport. Même, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai, je connais des tonnes... Toutes les femmes qui ont fait du canot, qui ont voulu avoir des familles, ils ont toutes eu des familles. Il y en a pas une qui a eu des problèmes de fertilité, là. C'est quoi l'affaire, là? Ouais. Sauf que, là-dedans, ils nous ont jamais laissé le choix. Même si c'était... Même si ça avait été prouvé que c'était vrai, puis ce qui est pas vrai, ils nous ont pas laissé le choix. Non seulement c'était pas recommandé, mais... Tu veux dire qu'ils vous ont pas laissé le choix dans le sens que vous aviez pas les ressources de toute façon pour le pratiquer, c'est ça? Puis C'était interdit, là. Okay. Je veux dire, écoute, même en 2012, 2 ans après l'installation, ben en fait, les femmes canot ont eu le droit d'aller au championnat du monde en 2010. OK. Unofficiellement en 2009, sauf que la première fois qu'on a coursé officiellement au championnat du monde, c'était en 2010. J'étais là. Puis même encore 2 ans après ça, il y avait des coachs, mettons, en Pologne. Ça, je l'ai entendu, là. J'ai entendu quelqu'un me dire ça expressément. Il y a un coach qui m'a déconseillé d'en faire en Pologne parce qu'il disait que ça donnait de l'incontinence. On dirait que c'est plein de faux prétextes. C'est ça, c'est ça. Ils cherchaient des idées. Ils cherchaient des raisons de nous interdire l'accès au canot. Ce qui est totalement ridicule. Ouais, mais c'est ça quelques années après, on fait comme... Ben, même sur le coup, ça l'était ridicule, mais on dirait que ça prend... ça prend des personnes comme toi qui poussent, puis... bravo pour l'avoir fait. Merci. Bon, j'aimerais qu'on se dirige un peu plus vers le penchant mental de ton sport. Je sais que vous avez un psychologue sportif à disposition là, pour vos entraînements. Pour toi, ce serait quoi l'aspect mental vraiment le plus important là, dans ton sport? Je te dirais, surtout maintenant que je fais ça pratiquement à temps plein, je dis souvent que c'est mon travail. Dans le fond, je pense que le plus important dans la vie de quelqu'un qui fait de quoi d'aussi intense, c'est le laisser aller. Dans le sens où, écoute, tu vis à 110% là, tout le temps. Il faut que tu prennes des moments pour toi. Il faut que tu prennes des moments pour te rééquilibrer, que ça soit parler avec ta famille, que ça soit parler avec des amis, que ça soit regarder une vidéo sur Internet. N'importe quoi pour... Écoute, moi, je tricote. Puis, des fois, là, le monde, il me regarde, j'étais en Floride, j'étais assis sur mon divan, puis pourquoi tu tricotes en Floride? C'est des choses qui font que je suis capable de donner mon 110% parce que quand je reviens chez moi, je laisse aller. J'ai eu une mauvaise pratique, c'est pas grave. J'ai eu une bonne pratique, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Parce que si je rumine ma pratique, si je pense à ce qui est arrivé dans ma dernière semaine, j'aurais pas fini de me faire du mal mentalement. Puis après ça, je serais pas solide pour une autre pratique, pour une compétition, pour n'importe quoi que la vie a à m'envoyer, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment de quoi que je pense qui est super important pour tout le monde. Pas juste en sport, mais tu sais, pour quelqu'un qui fait de quoi intense, là, t'as besoin à un moment donné de passer à autre chose, passer du bon temps avec des amis ou avec la famille. Moi, ma famille, c'est très, très important pour moi. Même si je suis à l'extérieur, quand je reviens, c'est toujours une espèce de... On efface l'ardoise, puis on repart à zéro, parce que c'est vraiment de quoi qui vient... Tu sais, je me sens bien. Donc, ça, c'est je te dirais la chose que j'ai appris dans les dernières années. Là. OK. Ouais, ça n'a pas toujours été comme ça. Je me suis des fois plus, tu sais, laissée affecter par une mauvaise pratique, mais j'ai jamais été quelqu'un qui s'est rendu malade avec ça. Là. C'est ça. L'affaire, c'est que je me rendrai pas malade avec une mauvaise pratique. Même si mon objectif, c'est d'aller aux Olympiques. Au contraire, si je fais juste ruminer ça, c'est contre-productif parce qu'après ça, je peux pas focusser sur d'autres choses de plus importantes. Ouais. Fait que c'est vraiment de choisir ces moments. T'as des moments pour relaxer. C'est pas parce que t'es un athlète que t'es tout le temps
dans ta bulle, dans le travail, tu choisis tes moments. Puis tu dis que ça n'a pas toujours été le cas. Y a-tu un moment où il y a eu un déclic, ou bien c'est vraiment par expérience ou par essai-erreur peut-être? C'est un peu des deux. Je vais te donner un exemple. Un moment où j'ai eu de la difficulté avec ça. J'étais aussi, dans le fond, championnat du monde 2015. C'est en Italie, à Milan. Notre coach, on avait c'était mon ancien coach. J'avais plus ou moins confiance en son programme d'entraînement. On arrive au championnat du monde, je ne me sens pas du tout prête physiquement. J'ai l'impression là, de ne pas être prête pour faire les championnats du monde. Je suis là, je course dans 2 jours. On s'entend-tu que le mental n'a pas suivi? C'est pas optimal pour... t'arrives pas avec confiance. C'est ça. Fait que je me sens fébrile, je me sens pas bien. J'essaie d'avoir de la confiance, mais je me sens pas prête physiquement, fait que ma tête est pas là. Puis, tu sais, j'ai coursé. Ça n'a pas été horrible, mais ça a été ma seule défaite. Ça a été ma seule défaite au championnat du monde. Je suis arrivée 4e. J'ai même pas fait le podium. Okay. Parce que ce qui est arrivé, c'est que c'est une course de 200 mètres. C'est hyper court. C'est moins d'1 minute. Puis, en plein milieu de ma course, j'ai manqué un coup de rame. Ce qui est pas impossible. Ça m'arrive fréquemment de manquer des coups de rame. Sauf que j'étais tellement pas prête mentalement que tout ce qui est arrivé à ce moment-là, c'était une espèce de grosse alarme dans mon esprit. Là. C'était comme « Ah! Je le savais! » C'est ça, je le savais, ça va pas bien, puis tout. Puis là, je me suis mis à paniquer. Puis là, l'acide lactique a embarqué, j'ai ramé comme un... Moi, j'appelle ça ramer comme un dinosaure. J'ai ramé tout croche jusqu'à la fin de ma course. Je suis arrivée 4e. Avec du recul, là, puis ça a pas pris long. T'sais, en dedans d'1 an, j'ai tout de suite fait comme « Non, regarde, si j'avais été mentalement solide, là, je l'aurais peut-être gagné cette course-là. Parce que manquer un coup de rame, ça m'est déjà arrivé. Je sais que je suis capable de me reprendre parce que je savais que j'étais capable d'être la meilleure à ce moment-là. Mais physiquement, tu sais, mon physique n'était pas là, mon esprit n'a pas suivi. Puis là, ça n'a pas bien été. Fait qu'après ça, on a changé d'entraîneur. Puis là, tu vois, après ça, c'est un moment où que j'ai appris à dire « OK, regarde, ce qui est là, ce qui est en arrière, c'est en arrière, puis là, je regarde vers l'avant. » Il y a aussi un aspect de ce que tu contrôles pas, comme l'entraînement de ton coach, tu contrôles pas nécessairement. Non, en fait, ça, tu contrôles. Tu peux contrôler. Parce que là, ce que j'ai appris après ça, c'est d'avoir un échange avec mon coach. Justement, le nouveau coach, ça fait 2 ans, dans le fond, c'est mon coach depuis 2017, quand je suis retournée au championnat du monde, parce que 2016, il n'y en avait pas. Année olympique, il n'y a pas de championnat du monde. Donc, dans le fond, c'est ça. 2015, j'ai perdu. 2016, j'avais pas d'occasion d'aller au championnat du monde. Donc, ça a été un petit peu une année creux, mais dans le sens, ça a été une année où je me suis focusée sur moi. J'ai passé plus de temps avec ma famille. J'ai passé ma fête au Canada, ce qui m'arrive jamais. Puis après ça, tu sais, je me suis sentie mieux, puis je me suis sentie prête à refaire une autre année en 2017 avec un nouveau coach. Puis ce nouveau coach-là, j'ai appris à faire un échange avec lui, mais un échange, tu sais, lui me dit quelque chose, moi je lui réponds, puis on fait un partenariat de dire, OK, physiquement, est-ce que ça va? Est-ce que ma tête va bien aussi? Puis, tu sais, est-ce que je me sens prête? Peu importe quand, là, on parle des choses comme ça, c'est un dialogue. Puis ça a vraiment été de quoi qui m'a aidée, parce que si je me sens pas prête, je peux lui dire, regarde, je trouve que j'ai trop fait de longues pratiques, j'ai besoin de faire plus des sprints. Ben là, on va en parler, puis on va le faire. Tandis que, tu sais... C'est vraiment d'avoir une collaboration, là. C'est pas ça. De toi, t'es là, puis lui est là. C'est vraiment... Non, c'est ça. On travaille ensemble. Puis aussi, un coach qui a pas de feedback sur son programme, il peut penser que son programme est parfait, puis c'est pas toujours le cas. Ouais, c'est pas de sa faute. Lui, il pense que ça va bien. Ouais. Et, tantôt, tu parlais de tes objectifs, que un de ceux-ci, c'est de descendre dans le bas de 44 pour la discipline, le C1 en fait. Et en fait, c'était ton objectif pour cette année, d'améliorer ton record, je crois, puis tu l'as atteint. Donc, c'est-tu quelque chose que tu fais souvent, donc t'atteins un objectif, faut s'adapter, là, on s'entend. T'as pas fait « Ah, je l'ai atteint, ben cool, je continue même. » Tu fais toujours ça, tu t'en fixes des nouveaux, puis toujours aller plus loin? Je m'en fixe des nouveaux, mais tu vois, j'ai toujours une espèce de vue d'ensemble,
de mon objectif final. Okay. Puis même à ça, mon objectif final, c'est ce que je dis, sauf que je te dirais... les Olympiques. Gagner une médaille d'or aux Olympiques? Non. Non? Écoute, oui, gagner une médaille d'or, c'est gagner même 2, c'est mon objectif. Okay. Sauf que mon vrai objectif, c'est de laisser ma marque. Mm-hmm. Puis je pense que j'ai cette chance-là en disant que ça va être la toute première fois que les femmes en canoë vont être aux Olympiques. Donc, moi, j'ai la chance de dire, non seulement je suis la plus rapide présentement, mais j'ai la possibilité d'être la première à remporter une médaille d'or. Puis, si je peux, la raison pour laquelle je veux améliorer mes temps, c'est pas juste pour gagner. C'est pour dire que quand je vais gagner avec un temps qui ne sera pas nécessairement battu la fois d'après ou l'année d'après. T'sais? Donc, ce que j'aimerais, c'est que le monde, après ça, dans 10-20 ans, ils regardent, puis là, ils se disent « Ah, ben, tu vois, elle était bonne, mais elle a pas juste gagné parce qu'il y avait personne d'autre. » Parce que pendant longtemps, on m'a dit « Oh, je sais bien, tu gagnes parce qu'il y a personne d'autre. Ah ouais. Tu gagnes parce qu'il y a pas de compétition. » Fait que là, maintenant, il y a de la compétition. Personne peut dire qu'il n'y en a pas. Sauf que ce que j'aimerais, c'est faire des temps qui sont rapides au point où que le monde, ils se disent pas genre « Ah, il y avait juste pas de compétition. » Tu sais, l'année d'après, « Oh, on a tous battu ces records. » Toi, t'as vraiment eu beaucoup de personnes qui t'ont dit « Tu peux pas. » Ah, des détraqueurs, j'en ai eu beaucoup. Fait que tu utilises beaucoup ça là, comme motivation. Là. Oh ouais, tu vois, ça c'est mon feu, là. Mon feu sacré, c'est de dire, regarde, eux autres, ils m'ont mis des limites. Eux autres, puis moi aussi, je me suis mis des limites dans ma vie, tu sais, est-ce que je vais être capable de faire ça, est-ce que je vais être capable de faire ça? Moi, je vais être capable de passer ces limites-là pour que le monde voit c'est possible de passer les limites que les autres nous ont mis. Tu sais, il y a juste nous autres qui peut les dépasser, ces limites-là, puis qui peut dire, regarde, en fait, moi, je pense que, je crois fermement que la seule personne qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux, dans des limites raisonnables, c'est encore là, je reprends ça. Dans le fond, la seule personne qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux, c'est toi-même. Mm-hmm. On s'entend que dans les limites de la légalité, où, tu sais, je grandirai pas d'un pied de plus, là. Mais si j'ai un objectif, je suis la seule personne qui peut mettre cet objectif-là au monde, là. Qui peut le faire, qui peut le réaliser. Tu sais, c'est pas la personne d'à côté qui peut se motiver pour moi, là. L'extérieur, c'est juste du bruit, là. Ben, c'est pas juste du bruit, parce que souvent, ça peut t'aider. Ouais. Ou ça peut, tu sais, ajouter du feu. C'est de savoir, justement, quand l'ignorer puis quand le prendre, là. C'est ça. Mais c'est la seule personne qui peut s'en servir, c'est toi. Ouais. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Tantôt, tu disais que le gros objectif, le big picture, c'est de laisser ta marque, puis tous les autres objectifs, après ça, tu peux les... Après ça, c'est... J'imagine que c'est plus facile de trouver ça va être quoi ton prochain objectif, justement, parce que tu reviens tout le temps à ça. Fait que, les Jeux Olympiques, ben pourquoi? Ben parce que ça, fait que c'est vraiment ton pourquoi. Fait que ça, c'est vraiment... J'imagine que ça doit être une motivation, une bonne motivation, là. Ouais. Puis, tu vois... Quand je bats des records, j'ai pas une espèce de déception de dire « Ah, je l'ai battu, qu'est-ce que je fais maintenant? » Non, moi, au contraire, c'est comme, je suis tellement excitée, je suis comme un enfant à Noël, je suis comme « Écoute, j'ai battu ce record-là. » Allez voir ces vidéos quand elle gagne des médailles, j'ai remarqué tes gros smiles. Ouais. Mais surtout, j'ai cette excitation de dire là, jusqu'où je peux aller? Tu sais, j'ai fait ça, je pensais pas que c'était possible. Jusqu'où je peux me rendre? Est-ce que j'ai une limite? Oui, je sais que j'ai une limite, mais tu sais, à chaque fois que je la repousse, je suis tout le temps comme est où ma limite, là? Tu dépasses tout le temps un petit peu, mais c'est ça. Comme tu dis, c'est sûr qu'il y en a une limite. Il y a aussi des limites, des différences hommes-femmes, comme tu disais tantôt, mais, mais on peut tout le temps les repousser, là. Ben ouais. Puis je veux dire, les records, tu sais, à chaque Olympique, il y a des records olympiques. Chaque championnat du monde, il y a des records du monde. Puis ça a toujours été comme ça, c'est que, veut pas, on s'améliore toujours. Ouais. Donc... Il y a aussi l'aspect de toutes les technologies, toutes les disciplines ont changé aussi. C'est sûr que ça peut aider, mais on s'améliore quand même là, en tant qu'être humain. Là. Puis, tantôt, je t'ai amené un peu sur l'aspect mental. Tu m'as parlé que c'était important de faire
Une coupure. Une coupure, des fois avoir des moments tranquilles, avoir des moments de travail, d'entraînement. Mais vraiment, dans ta discipline, tu penses-tu qu'il y a un aspect mental qui ressort? Là, je parle pas du sport en général. Vraiment, cette discipline-là, selon toi, y a-tu de quoi là, qui se démarque là, dans ce... Je te dirais, nous, ça dépend beaucoup. Parce qu'on est un sport où on fait des sprints, on fait des distances un peu plus longues, puis des fois, on fait des longues distances. Donc, un sprint, ça se joue surtout... Le mental se joue surtout au début de la course, sur la ligne de départ. Parce qu'une fois que le départ est donné, il n'y a pas grand-chose qui se passe, on y va, on donne tout ce qu'on a, puis on essaye d'ignorer parce que sur 200 mètres, si tu vires vers la personne, tu perds de la vitesse. Là. Tout de suite, tu ralentis, tu peux perdre une première place. Ça prend justement le bon focus, trop focus, parce que j'écoutais une de tes entrevues que tu disais, oui, tu regardes pas sur le côté, mais que tu la voyais, puis tu avais l'impression qu'elle était proche, mais tu revoyais la vidéo après, tu disais, elle était pas si proche que ça. J'ai toujours conscience d'où que les autres sont, mais je me tournerai jamais vers quelqu'un parce que... Focus quand même large, dans le sens que t'es pas juste fixé sur le devant, puis tu sais pas trop ce qui se passe autour, là. Donc, c'est peut-être un aspect, justement, qui est important, là. Mais c'est très important, sauf que, tu sais, ce qui est drôle avec ça, c'est que autant mon focus, je suis capable de voir sur les côtés, je regarde, je suis consciente de où les autres sont. Des fois, je fais pratiquement de l'auto-hypnose. Parce qu'il y a certaines courses où la seule chose que j'entends, c'est ma respiration. Comme s'il n'y a plus rien qui se passe autour. Là. Ça, c'est surtout les courses de 500 mètres. On dirait que quand je viens aussi, il faut dire que 200 mètres, c'est un sprint. 500 mètres, c'est plus de l'endurance. Quand j'arrive sur la fin de mon 500 mètres, là, mon cœur, il débat, puis j'ai l'acide lactique dans le plafond. Là, vraiment, j'ai comme une bulle qui se forme. Puis tout ce que je suis consciente, c'est ma respiration, puis où je suis par rapport à la personne à côté de moi. OK. C'est la seule chose que je sais. La respiration est doublement importante parce que tu fais quasiment un sprint, mais plus long. Fait que tu dis c'est vraiment de l'endurance. Puis cette année, tu as fait un 1500 mètres que tu as gagné? 5000 mètres. 5000 mètres, donc 5 km. Ça, c'est différent un peu parce que ça, c'est de l'endurance, mais pas à la même intensité. 500 mètres, je te dirais, c'est probablement ma course la plus difficile. Parce que quand je la finis... c'est comme si je faisais un sprint, mais que je l'étirais le plus possible. Donc, ça fait mal à la fin. 5000 mètres, c'est plus une game de mental de dire est-ce que je donne plus maintenant? Est-ce que je donne plus tard? C'est pas toujours facile. Pas partir trop rapidement, puis un peu comme la course. Il faut pas casser. Puis, t'étais vraiment pas préparé à faire cette distance-là. Ton coach, en fait, il te l'a dit, je pense, une semaine ou quelque chose dans la semaine avant, Dans la semaine avant? Est-ce que ça t'a aidé, tu penses, ou ça t'a nuit? Non, ça m'a pas nuit parce que en pratique, dans le fond, on fait beaucoup de longues distances parce que si on faisait juste des sprints, on n'aurait pas l'endurance de finir notre course. Donc, on fait aussi du long. Quand il m'a dit ça, sur le coup, j'étais comme, tu veux que je fasse combien de courses? Je pense que c'était 4-5 courses, ce qui peut avoir l'air de peu, mais au championnat du monde, t'as besoin de toute ton énergie pour faire une course. Donc, quand t'en as 4-5, tu t'étires un peu partout. Parce que t'avais aussi... Il y avait le... J'avais il y avait ça en équipe aussi, c'est ça? J'avais eu heat semi-finale en simple. J'avais heat finale en double. Puis là, il m'avait ajouté 5000 mètres. Donc, ça fait quand même plusieurs courses. Puis c'est ça, au début, j'étais comme... OK, mais je me garde le droit de dire si je me sens mal physiquement, parce que c'était pas longtemps après notre finale de C2. J'étais comme, OK, oui, mais si je me sens trop mal, je dirais non. Puis à ce moment-là... C'est super, parce que t'enlèves un peu de pression. C'est ça, je voulais pas y penser. Parce ça que devient comme un défi, parce que je veux être capable la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, toute la fin de semaine, j'étais comme... Je me concentre sur mes courses, puis rendu là... Tu sais, je traverserai le pont quand je serai rendu, là. Fait que là,
à ce moment-là, juste avant la course, j'étais comme non, ça va pas, je suis morte, j'ai de la misère avec ma respiration, je suis déshydratée. Il m'a dit j'ai plus personne, fait que tu le fais. OK. Oui. Fait que Il toi, m'a dit tu tu le l'aurais pas fais fait, quand là. même. Écoute, immédiatement après ma course en double, ce qui arrive, c'est que quand je finis une course en double 500 mètres, le 500 mètres, je te dis, c'est la distance la plus difficile à mon avis. Quand je finis une course comme ça, là, j'ai une migraine, j'ai de la misère à respirer, c'est... Tout est fait pour que je me sente là comme la plus maganée, là. C'est incroyable à quel point je me sens maganée après une course comme ça. Puis... Normalement, c'est mode récupération. C'est ça. Puis là. honnêtement, on dirait que je fume 5 paquets de cigarettes par jour parce que je tousse beaucoup. J'ai plein de sécrétions. C'est incroyable, là. J'ai la voix rauque. Ouais. Puis c'est juste après ça, je me sens vraiment pas bien. Puis il me dit, désolé, on n'a pas le choix. C'est toi qui le fais. Fait que là, à ce moment-là, j'ai dit, bon, OK, c'est pas grave, j'ai rien à perdre, je vais l'essayer. Je me suis bien hydratée, j'ai pris des électrolytes et tout. Là, on parle de combien de temps là, pour se préparer? 1h30, je pense. OK. Oh, c'était pas beaucoup. Surtout on devait aller au podium, puis après ça, je devais aller me préparer pour ça. Donc, c'est ça. Moins d'1h30. C'est ça. C'était pas hyper long, si je me souviens. Puis, j'étais allée là en me disant, j'ai rien à perdre. Les autres aussi sont maganés. Tu sais, j'ai regardé les filles contre qui j'avais coursé toute la fin de semaine. Je me dis, c'est pas super. Il y en a pas là, qui faisaient juste cette distance-là. Tout le monde était... Dans le fond, le 5000 mètres, c'est pas une course olympique. Okay. Donc, il y a personne qui serait allé pour faire uniquement 5000 mètres. Tout le monde est allé pour faire du C1 200 mètres ou du C2 500 mètres. Il y avait aussi le C1 200 puis le C2 500, le C1 500, qui sont pas des distances olympiques. Okay. Donc, nous, on s'est concentré sur les distances olympiques, puis après ça, ils nous en ont ajouté. OK. Mais la majorité du monde faisait la même chose que nous. C'est un peu pour ça qu'ils le mettent à la fin, j'imagine. C'est ça. C'est pour pas brûler le monde, parce que personne veut aller uniquement faire cette course-là. Puis, on a parlé beaucoup de sport, mais tu fais pas juste du sport. T'es aussi aux études encore. Donc, t'as Oui, Dans le fond, cet automne, j'ai réalisé que la direction que j'avais dans mes études était pas nécessairement ce que je voulais faire dans la vie. Tu voulais être médecin à base? Est-ce que c'est toujours le cas? Non. Non? Okay. Dans le fond, moi, depuis toujours, je voulais aller en médecine. Je voulais guérir le monde, je voulais soigner. Puis, je me suis rendu compte, dans le fond, j'ai fait souvent des études par dépit. Écoute, j'ai fait un bac en sciences biomédicales en me disant « je vais rentrer en médecine. » Donc, je suis rentrée en sciences biomédicales en me disant ça. J'ai pas réussi. J'ai fini mon bac. J'ai passé à un cheveu d'aller en médecine. J'étais allée aux entrevues. J'ai été sur les... J'ai-tu été sur les listes d'attente? J'ai été 2 fois sur les listes d'attente. En 6 ans. J'ai appliqué à chaque année pendant 6 ans. J'ai fait un bac en sciences biomédicales. J'ai commencé un bac en sciences infirmières. Je me suis ramassée, j'étais dans ma 4e année dans mon bac. Théoriquement, je l'aurais déjà fini, mais pour mon sport, il avait fallu que je l'étire. Puis dans ma 4e année, dans mon bac en sciences infirmières, je me suis rendu compte que moi, travailler dans un hôpital, ça marchera pas. OK. C'est-tu vraiment à la 4e année que tu avais des stages? Cette année. Que tu pouvais... C'est cette année. C'est là? Cet automne. Okay. J'étais censée avoir un stage cet automne, puis je me suis rendu compte que je redoutais mon stage parce que je m'imaginais pas aller dans un hôpital encore. Tu sais, aller dans un hôpital en tant que patient, pas de problème. Mais travailler dans un hôpital, j'ai fait des stages, puis je me suis rendu compte que c'était de quoi dans lequel je me sentais pas bien. Puis là, j'ai réalisé ça cet automne. J'étais chez moi pour peu de temps. J'étais censée partir en camp d'entraînement puis revenir pour mon stage. Puis là, je me suis rendu compte, si je fais ça, je serais pas heureuse. Puis ça l'inclut aussi la médecine. J'étais en sciences infirmières, dans l'objectif d'aller en médecine un jour peut-être. Puis je me suis rendu compte que ni l'un ni l'autre, je voulais pas travailler dans un hôpital, donc ça me bloquait un peu. Puis finalement, j'ai pas regretté vraiment. Écoute, ça s'est fait en 2 jours. J'ai pris ma décision. Je suis allée voir mes parents. Je leur ai dit, regardez, moi, travailler dans un hôpital, je pourrais pas faire ça. Je laisse tomber la science infirmière. Ils m'ont dit,
c'est bon pour toi. C'est bon que tu te rendes compte de ça maintenant plutôt que dans 10-20 ans quand tu vas déjà être là. Fait que finalement, j'ai décidé d'arrêter ça. Quand j'ai dit ça à mon coach, lui, il a fait comme « Oh non, fais pas ça! » Parce que pour ma santé mentale, lui, il voulait que j'aille un équilibre entre l'école, la famille, le canot, pour maintenir un équilibre dans ma tête. Ah. Puis c'est bien, c'est bon pour lui, tu sais, je veux dire, c'est une bonne chose qu'il ait voulu ça, sauf que je lui ai tout de suite dit « Non, inquiète-toi pas, c'est pas pour le canot, je fais pas ça pour m'entraîner. » C'était sa crainte, là. C'est ça, c'était sa crainte, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui font ça, qui vont décider d'arrêter l'école pour se concentrer sur le sport, puis après ça, une petite défaite, genre une mauvaise pratique, peut prendre des ampleurs ridicule, là. Je veux dire, t'es plus capable de faire la différence entre « Ok, j'ai eu une mauvaise pratique, mais j'ai pas gâché ma vie, là. Mais moi, je me suis dit, regarde, je vais prendre l'automne, puis de toute façon, j'étais en médiation, pas en médiation, j'étais avec une conseillère en orientation scolaire, puis j'ai pris ma décision la semaine dernière. J'ai décidé que j'allais appliquer en physiothérapie. Donc, je veux guérir le monde. Donc, je veux... en primaire, là. C'est ça, wouhou! J'aime ça, traiter le monde, puis je me suis rendu compte que physiothérapie, ou, tu sais, massothérapie aussi m'intéresse, mais je vais appliquer en physiothérapie, puis on verra. Mais je me suis rendu compte que me servir de mes mains pour soigner quelqu'un était vraiment ce que je voulais faire. Tu sais, pas de stress d'hôpital, pas de tu sais, réparer t'es encore dans le domaine de la santé, mais tu peux même aller chercher le côté sportif, là, oui, ça, c'est sûr que ça m'intéresserait beaucoup. Mais je trouve que ça en dit beaucoup sur toi, là, toute la médecine, tout le cheminement que tu as eu d'avoir postulé 6 ans de suite. Tu avais dit dans une entrevue que tu allais mettre de côté la carrière pour te préparer pour les Jeux olympiques. Fait que la médecine, c'était ta carrière... C'était ta carrière à la base, là. C'était le sport, c'était quoi pour toi le sport? C'était dans le fond, une deuxième carrière? C'était 2 choses que je maintenais. Ma carrière de sport puis ma carrière professionnelle, c'était 2 choses que je maintenais en parallèle parce que je savais que un jour, la carrière de sport, elle se finit. C'est impossible de garder une carrière de sport jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ça nous prend quelque chose, puis c'est très, très, très important dans la vie d'un athlète d'avoir un après-carrière. D'avoir quelque chose qui fait que quand tu tombes de ton piédestal, tu tombes pas au fond du baril. Ouais, puis il y en a beaucoup qui n'ont rien, puis c'est souvent... c'est pas vieux, là, une fin de carrière de sport, là, c'est dans la trentaine pour la plupart même temps, des fois, là. c'est dans la vingtaine. Ouais. Sauf que tu vois, une des raisons pour lesquelles mon coach, quand je lui ai annoncé « j'arrête mes études », il a fait comme « non! » C'était parce qu'il avait peur, justement, d'une chute. D'une chute de mon après-carrière et tout. Sauf que moi, dans le fond, ça a toujours... Tu sais, j'ai toujours vu le après comme ça va arriver. C'est juste une question de temps. Donc, contrairement à beaucoup d'athlètes, j'ai toujours voulu continuer mes études en parallèle. Écoute, pendant longtemps, j'ai fait mon bac en sciences biomédicales à temps plein. J'étais à temps plein à l'école, puis je m'entraînais encore, puis j'étais allée au championnat du monde, puis j'ai pas toujours eu des bons résultats, là. Justement, 2015, ça a été difficile. Mais ça casse un peu l'idée que... Moi, j'avais une idée, vraiment, les athlètes, la plupart, en fait, là, que c'était le sport, puis justement, la carrière, c'est le sport, puis que... Moi, quand j'entends parler qu'il y en a qui font des études en plus, je me dis, c'est super. Mais pour toi, pour ton coach aussi, c'est un bon équilibre, puis même c'est recommandé, selon lui. Oui, c'est recommandé. Je te dirais souvent ce que sur l'équipe nationale, ils vont recommander. Oui, on a besoin de s'entraîner. Des volumes incroyables. Puis cette année, là, incluant l'automne puis le printemps, là, je vais passer 18 semaines en Floride en camp d'entraînement. Je peux pas étudier temps plein à l'université ici. Ouais. Sauf que ce qu'ils nous conseillent souvent, puis ce que la plupart du monde avec qui je m'entraîne font, ils prennent des cours à distance. Ils prennent un cours par-ci, un cours par-là, puis ils savent que s'ils ont un stage à faire, ils vont le faire. Par exemple, dans mon cas, j'étais censée faire des stages en venant des Olympiques. Ouais, t'avais eu une entente avec l'UQTR là, qui disait que c'était correct que tu partes. Puis, donc, pendant 1 an, j'avais aucun cours parce que on n'a pas tous les mêmes objectifs. Puis c'est pas tout le monde qui peut se rendre aux Olympiques dans le 1 an et demi qui nous reste.
Je veux dire, il y a juste un certain nombre de places. C'est pas tout le monde qui va se rendre. Donc, il y a du monde qui vont se focusser peut-être pour les autres Olympiques ou d'autres objectifs. Ouais. Donc, on peut... Tu sais, ça varie le niveau d'attention que tu peux donner à l'école. Dans mon cas, pendant longtemps, il n'y avait pas d'Olympique. Donc, je m'entraînais pour les championnats du monde, mais je voulais vraiment garder un pied avec l'école pour être sûre de finaliser au moins un baccalauréat, avoir une idée d'où je m'en allais dans ma carrière après le canot. Puis, dans le fond, j'ai fait ça longtemps, sauf que là, vu que il y a eu un shift, dans le fond, en mon objectif primaire, là, c'est vraiment les Olympiques, c'est vraiment ma carrière de sport, ben, je l'ai mis un peu sur le feu en arrière, là. Je l'ai mis derrière mes objectifs primaires, l'école. Mais j'ai toujours une idée parce que, justement, je vais appliquer bientôt pour la physiothérapie parce que je veux être sûre d'avoir quelque chose après. Sauf que pour l'instant, d'ici les Olympiques, c'est le canot. Le canot prédomine, je vais m'entraîner temps plein d'ici les Olympiques. OK. Ouais. Donc, t'as pas tout à fait tort. Les athlètes, ça nous arrive d'être très, très, très sport. Mais... c'est pas nécessairement bon non plus, là. Non, puis je veux aussi prendre des cours pour le plaisir. Je veux prendre des cours de langue. Donc, je veux me garder une espèce de côté cérébral. Malgré toute la force musculaire, je veux réussir à garder ma tête active. Développement personnel et tout ça, là. Ouais. Et justement, tu parlais un peu du processus olympique, là, que c'est pas tout le monde qui va y aller. Ça fonctionne comment, là? Il y a différentes compétitions, j'imagine, qui arrivent, qui vont déterminer... Les championnats du monde 2019, qui vont être en Hongrie. Ça va être la compétition pour se qualifier, pratiquement. Donc, c'est un top 8. Si tu fais un top 8 dans ta course olympique au championnat du monde cette année, le Canada est classé. Donc, le Canada peut envoyer quelqu'un. Ça veut pas dire que c'est toi, par contre. Sauf que, c'est ça. Si on se classe là, on n'a pas besoin de se classer au championnat panaméricain en 2020. Si on se classe pas là, on doit aller au championnat panaméricain en 2020, mais là, il y a une entrée pour les Amériques au complet. Donc, il y a un bateau par course qui va pouvoir se classer, incluant, tu sais, parmi le Brésil, les États-Unis, le Canada, tous les pays qui font partie des championnats panaméricains, il y a une seule embarcation qui va être choisie. Donc, tu veux te classer au championnat du monde, mais si ça fonctionne pas là, tu peux te classer après. En 2020, là, le Canada vont pouvoir choisir qui ils vont envoyer. Donc, mais il n'y aura pas plus que 2 personnes, si je comprends bien? Parce qu'au championnat du monde, là, ils vont en prendre juste un. C'est bien ça? Oui. Puis au Panaméricain, là, ils vont en prendre un dans tous les Amériques, c'est ça? Non. Dans le fond, oui, dans tous les Amériques, ils vont prendre quelqu'un. Sauf que si le Canada s'est classé dans le C1 200 mètres, il n'y aura pas une autre personne du Canada qui vont pouvoir être envoyée pendant les championnats panaméricains. C'est une entrée par pays. Par pays. Ouais. Donc, comment tu te sens par rapport à ça? T'es-tu confiante? Parce que les derniers championnats du monde, t'as pas mal tout raflé, là. C'est ça. Écoute, présentement, en individuel puis en double avec ma coéquipière, on est les championnes du monde puis on détient les records du monde. À date, on est bien placé. Faire un top 8 au championnat du monde, je suis assez confiante. Je pense pas qu'on devrait avoir de problème avec ça. Ensuite de ça, me classer l'année prochaine, ça... pas l'année prochaine, 2019, mais 2020, c'est ça, l'année des Olympiques. Ça va être plus complexe parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, ma coéquipière, top 3 mondial, moi top 1, on va avoir beaucoup de compétitions à l'intérieur du Canada. Oui, c'est ça, à l'interne, pour savoir qui va y aller. Si tout va bien, je pense qu'on peut y aller toutes les deux, parce que si on classe en double et en simple, la deuxième partenaire du double a le droit de courser aussi en simple. Mais ça, c'est des technicalités, c'est pas garanti. Mais c'est ça. L'objectif, notre coach, il ne le cache pas, l'objectif pour lui, c'est 2 médailles d'or puis une médaille soit d'argent ou de bronze. Après 2020, il va y avoir 2024. Donc, toi, tu vas avoir... 32 ans. 32 ans? Est-ce que tu penses y retourner
J'aimerais bien. Je te dirais, Je pense que t'es dans le pic là, pour ton sport vers la fin vingtaine. Fin vingtaine, c'est dans le pic. Donc 2020, je devrais être au top. 32 ans, c'est pas non plus très vieux dans notre sport. Je veux dire, il y a du monde... Écoute, je connais un gars que lui, dans la grosse... Ben, pas grosse compétition. On a eu une compétition avec les meilleurs au monde. C'est lui qui l'a gagné il y a 36 ans. OK. Donc... c'est pas... t'es pas fini, là. À 32, 33, 34 ans, t'es pas fini. 36 ans, c'est plus rare que qu'il y ait du monde qui gagne, mais ça arrive. Donc, moi, mon objectif, pour l'instant, c'est 2020, parce que c'est vraiment les premiers Jeux olympiques. C'est vraiment... tu sais, vraiment, là, mon fil d'arrivée, pour l'instant, il est là. Sauf qu'après ça, tu sais, on va voir. Je serais intéressée par faire un autre cycle. Tu l'as tout le temps en tête quand même. Oui. Là, après, il y a un objectif comme primaire, mais tu penses quand même à tout ce qui va arriver après. Là. Parce que pendant longtemps, mon objectif était uniquement 2020, parce que je me disais, les études, il faut que... une fois que je vais avoir fait les Olympiques, il faut absolument que je me concentre sur mes études puis que je finisse ça. Sauf que là, je me dis, regarde, j'ai pris une décision pour moi qui était de lâcher les sciences infirmières. J'ai pris une décision pour mon bonheur. Puis là, je me rends compte que je peux faire plus encore pour moi. Avant de me mettre dans une enveloppe puis dire « OK, j'ai fermé la porte à ma carrière de canot. » Écoute, si je suis capable de continuer, j'aimerais ça. Ouais. Ouais. Ben écoute, merci d'être passé sur le podcast. Merci. C'était vraiment intéressant. T'es vraiment une source d'inspiration, je pense, pour plusieurs. Mais juste en conclusion, là, qu'est-ce que t'aurais-tu un conseil à donner pour les personnes qui veulent percer dans un sport ou même dans n'importe quel domaine? Est-ce que tu aurais un conseil? Ben, je pense, c'est un peu par rapport à ce que j'ai dit pendant le podcast, mais je pense que si vous voulez faire quelque chose, il faut pas lâcher, il faut pas écouter du monde ou même votre voix intérieure qui vous dit « Ah non, ça marchera pas ». Je pense que si vous voulez quelque chose, il faut vraiment se lancer, puis tout donner, parce que avoir des regrets, tu sais, regretter ce qu'on n'a pas fait pour notre objectif, ça fait mal. C'est pire qu'échouer. C'est ça, c'est pire qu'échouer. Écoute, si on essaye de toutes nos forces puis que ça fonctionne pas, au moins on va avoir essayé. Ben, t'es un bon exemple. T'as échoué pendant 2 ans, puis là, en médecine, ben, tu as continué pendant 6 ans, donc... Puis, tu vois, les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'était des décisions pour moi. Puis là, ben, moi, j'ai pas de regrets. Même si j'ai eu des défaites, même si j'ai eu des moments des downs, puis tout, j'ai pas de regrets. Parce que j'ai fait ce que je voulais. C'est un bon mot de la fin, ça. Donc, merci d'avoir été là. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. En terminant, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez le plus aimé du podcast. Donc, si vous avez aimé peut-être des passages que vous avez moins aimés aussi. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du podcast. J'aimerais beaucoup avoir les commentaires. Et juste en terminant, je sais aussi que j'ai remarqué durant le montage qu'on entendait beaucoup un bruit de fond. Donc, le micro est extrêmement sensible. Donc, c'est une force, mais c'est aussi son inconvénient que aussitôt qu'on tape sur la table, on l'entendait durant le podcast. Et je vais m'adapter pour les prochains. Et peut-être simplement changer un peu le setup, mais n'ayez pas peur, j'ai remarqué, puis je vais faire en sorte que ça arrive plus à nouveau. Là. Et merci d'avoir écouté. En terminant, je vous invite toujours à aller suivre ma page sur Facebook, Francis Lapointe, Psychologie de performance, sur Instagram, francislapointe.performance. Et allez évaluer le podcast. Si vous avez aimé, je veux le savoir. Si vous avez moins aimé, je veux le savoir aussi. Donc, évaluez, aimez, commentez. Et si vous avez des idées d'invités, si vous-même vous voulez passer sur le podcast, faites-moi le savoir. Allez m'écrire en message privé sur Facebook ou sur Instagram. Merci.